Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la Chambre britannique de commerce pour le Maroc, intitulé « L'industrie pharmaceutique au Maroc, entre innovation et défis ». En effet, l'industrie pharmaceutique emploie 55 000 personnes et génère actuellement un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de dirhams. Elle se classe au deuxième rang en Afrique. Malgré la résilience témoignée par le secteur, le Maroc aspire à combler les faiblesses révélées par le contexte pandémique. Ainsi, la volonté des pouvoirs publics s'élève à généraliser la couverture médicale et produire des vaccins locaux. L'ambition de créer un hub d'industrie pharmaceutique à même de pénétrer le marché international inscrit le Maroc dans une dynamique de souveraineté sanitaire érigée en priorité nationale. Je demeure convaincu que nos intervenants ce soir apporteront des éclaircissements qui couvriront les différents aspects de ce sujet. Mes vifs remercions donc à Madame Myriam Tamimi, Directeur général CSK Maroc, qui nous apportera son regard sur la place des multinationales dans l'écosystème de santé marocain. Madame Tamimi partagera également les réformes qui inscrivent le Maroc dans la démarche de généralisation de la couverture médicale. Notre professeur de médecine et d'épidémiologie et économiste de la santé, Mr. Jafar Haikel, nous exposera l'impact de la crise sanitaire sur l'écosystème de l'industrie pharmaceutique, les mesures à déployer pour le Maroc dans la perspective de généralisation de la couverture médicale, ainsi que les moyens mis en place pour encourager la recherche et le développement dans ce secteur. Merci, M. Jafar Haikel, d'être avec nous ce soir. Parmi nous aussi ce soir, M. Abdelmounim Belalia, directeur général de l'Université Mundiapolis et professeur universitaire, qui je remercie chaleureusement et qui mettra la lumière sur les innovations à même de relever les défis liés à l'industrie pharmaceutique, mais aussi les prérequis qui feront du Maroc un hub industrie pharmaceutique. Avant de donner la parole à Landry Benoît, qui se fera un plaisir de modérer ce débat et animer ce riche échange, je tiens à remercier GlaxoSmithKline, GSK Maroc, le sponsor de cet événement. Je remercie également nos partenaires, OCP, Spirit AeroSystems, TACA Morocco, Consumar, CIH Bank, Aqua Group, British International School of Casablanca, Etienne Investment, Sotema et les eaux minérales d'Ulm. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Merci. Merci Stéphane, président de la Bridgecham. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Chambre britannique de commerce. On va parler d'un sujet passionnant, le secteur de la santé, l'industrie pharmaceutique au Maroc, entre innovation et défis. C'est le titre de ce webinaire. Jamais on a autant parlé d'innovation dans le secteur de la santé que depuis cette pandémie qui nous a tous touchés, que depuis la crise Covid-19. Et les choses s'accélèrent de plus en plus. C'est vrai qu'on a une politique de substitution qui va concerner, entre autres, l'industrie pharmaceutique ici au Maroc. On va vouloir créer davantage nous-mêmes, faire du Made in Maroc, mais pas seulement. On a des ambitions importantes. Un contrat de programme a été signé tout récemment, lors de la rentrée, en septembre dernier. Contrat de programme pour le secteur pharmaceutique. On ambitionne eh bien, de créer un vrai hub de l'industrie pharmaceutique ici au Maroc qui puisse avoir des ambitions renouvelées sur le continent africain et international avec une volonté, celle de créer 16 000 emplois d'ici les prochaines années. Et pour parler justement du domaine de l'innovation et des défis également qui s'inscrivent pour notre projet de généralisation de la couverture santé, 3 experts avec nous. Le président de la Bridgecham, Stéphane, nous les présenter. On va les saluer. Nous avons tout d'abord
la priorité aux femmes, bien évidemment. Myriam Tamimi, bonsoir, ravi de vous avoir. Bonsoir Landry, bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Un plaisir partagé, vous êtes directrice générale de GlaxoSmithKline Maroc. Jafar Eikel, professeur Jafar Eikel est également avec nous, bonsoir. Bonsoir Landry, merci pour ton invitation. Professeur de médecine, économiste de la santé à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et professeur Abdelmonim Belalia. Bonsoir. Bonsoir Landry, merci pour l'invitation. Directeur général de l'Université Mondiapolis et professeur universitaire. Dans quelques instants, on va vous retrouver justement, professeur Belalia, pour parler avec vous des défis à pallier dans le secteur pharmaceutique pour innover. On va parler R&D, éducation, digitalisation. Quels sont les moyens à déployer pour encourager la recherche et développement? On en parlera également avec vous dans quelques minutes, Myriam Tamimi. On verra avec vous quelle est la place justement des multinationales dans le système de santé marocain. Quelles sont les capacités de l'industrie pharmaceutique pour faire face à des crises, peut-être dans le futur, on n'espère pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu besoin de ce secteur durant la crise Covid et le secteur pharmaceutique a répondu présent. Et puis, on verra comment construire, comment parvenir à un hub industriel pharmaceutique pour pénétrer le marché africain et international. Mais tout d'abord, professeur Jafar Eikel, un peu de fatigue ce soir. On va parler avec vous de l'état des lieux du système de santé. C'est vrai que c'est un système, professeur Eikel, qui a été appelé à beaucoup d'efforts ces derniers mois, ces dernières années en raison de la crise Covid. Comment le renforcer, comment l'inscrire justement pour davantage répondre aux besoins de la population. On a un vaste projet que celui de l'assurance maladie obligatoire et de sa couverture généralisée avec un budget, on le rappelle, dans le projet de loi de finances 2023 qui est pour l'instant estimé à pratiquement 10 milliards de dirhams. D'abord, question simple pour dessiner le tableau. Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur l'écosystème de l'industrie pharmaceutique? Question simple et basse. Tout à fait. D'abord, évidemment, merci infiniment à la Chambre de commerce britannique, à son directeur général. Merci à toi, Benoît Landry. Je salue mes amis professeur Benalia et mon grand ami Dr Tamimi Myriam. En fait, je crois que c'est très important de rappeler, et ta question est très pertinente à ce sujet, que la crise de la Covid-19 a eu un impact évidemment sanitaire, socio-économique, qui sont dramatiques, hein, de par les indicateurs, d'abord de morbidité, mais également de létalité. Ça, c'était le côté santé, mais également le côté socio-économique qui a été impactant sur évidemment le pouvoir d'achat, sur l'emploi, le chômage, sur la santé, l'éducation, etc. Mais également, nous avons eu un problème avec la Covid qui est celui également de l'accessibilité aux services de santé par les autres maladies. Et ça, on ne mesure pas suffisamment. C'est-à-dire que nous avons eu un impact et maintenant, toutes les études, et nous participons, nos équipes participent à des études dans ce sujet, que nous avons eu un impact en termes non seulement d'aggravation et de complications des maladies chroniques classiques, hein, comme le diabète, l'hypertension, les cancers, l'insuffisance rénale, y compris les maladies mentales, et on a une très belle publication récente sur les maladies mentales, où la Covid-19 a mobilisé toutes les ressources, y compris d'ailleurs, et il faut saluer l'industrie pharmaceutique marocaine, hein, qui a contribué à la prise en charge donc, des malades, de par la disponibilité des médicaments. Je rappelle encore une fois, dans le cadre de cette crise, que la disponibilité des médicaments s'est faite grâce, bien sûr, évidemment, aux orientations royales pour le gouvernement, mais également au rôle important qu'a joué l'industrie pharmaceutique marocaine, aussi bien les multinationales que l'industrie pharmaceutique locale marocaine. Et je crois que c'est ce qui nous a permis d'avoir les médicaments pour soigner des patients. Il ne faut pas l'oublier. Donc, l'impact de cette crise a eu lieu sur l'accessibilité aux services donc, de santé et de par là, évidemment, à l'impact de façon globale sur l'épidémiologie donc des maladies. Qui, je le rappelle, Landry, aujourd'hui, 80% des décès au Maroc sont attribuables aux maladies non transmissibles, ce qu'on appelle non-communicable disease. Et donc, la Covid-19, oui, mais il ne faut pas oublier que ce qui tue la majorité des Marocains aujourd'hui, ce sont les maladies non transmissibles. Et c'est pour ça que l'accès aux médicaments, et je crois que je peux le dire en toute simplicité, mais en toute profondeur émotionnelle, c'est que l'accès aux médicaments est quelque chose de fondamental
dans la refonte du système de santé. On ne peut pas imaginer aujourd'hui la refonte de notre système de santé avec toutes les dimensions dont on pourra discuter, la dimension ressources humaines, infrastructure, gouvernance, financement, mais l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments sera un enjeu. Et je vais vous donner un exemple. Ça ne sert à rien de construire un hôpital à 1 milliard de dirhams ou d'avoir des ressources humaines si j'ai des diagnostics, mais je n'ai pas les médicaments pour soigner ces gens. Le médicament au sens large, hein, et bien évidemment. Donc, aujourd'hui, ce qui est important donc de retenir, c'est que cette crise a eu un impact, mais également a permis de dévoiler certaines choses, que notre vie ne sera plus jamais comme la même, mais également notre système de santé, il devra être réfléchi avec un nouveau paradigme, comment faciliter l'accès aux médicaments et aux services de santé, comment mieux gouverner notre système donc de santé, comment le rendre plus résilient et comment faire en sorte que dans le futur, avec la couverture sanitaire universelle fin décembre, 22 millions de Marocains de plus, comment est-ce que notre système soit plus performant? Et je termine en disant, malheureusement, comme vous le savez, notre système de santé, malgré les acquis, il faut le reconnaître, nous avons fait des efforts, le Maroc a fait des efforts, les professionnels de santé ont fait donc des efforts, mais malgré ça, en termes d'équité, on est très mal classé. Et notre dernier indicateur de développement humain, vous avez vu les chiffres de 2022, malheureusement, nous sommes à la 123e place mondiale, ce qui est aussi un enjeu majeur. Donc, le médicament, ça peut nous sembler quelque chose de basique, de simple, mais en termes d'accès aux services de santé réels, c'est aujourd'hui pour moi un des grands défis majeurs de la future refonte du système de santé. Et c'est vrai qu'on a ce défi immense, hein, professeur Jafar-Ekel, de généralisation de la couverture santé. Vous l'avez dit, hein, 22 millions de Marocains d'ici donc quelques semaines. Comment justement rendre ce système plus efficace, plus efficient, plus inclusif selon vous? Écoutez, d'abord, je crois que vous l'avez vu, le dernier Conseil de ministres présidé par Sa Majesté, il y avait 4 piliers qui ont été clairement mis en place pour le gouvernement et ces 4 piliers concernent évidemment, vous l'avez vu, la restructuration de notre système de santé dans sa dimension gouvernance, les infrastructures, on l'a vu, les ressources humaines et la digitalisation. Eh bien, si ces 4 piliers sont mis ensemble avec évidemment une vision de notre système de santé régional, hein, déconcentré et décentralisé, totalement, il est extrêmement important d'insister encore une fois, non pas, je vais peut-être vous choquer en disant ça, le problème de notre système de santé, ce n'est pas son financement en tant que tel. Vous allez passer de 18 à 23 milliards de dirhams et de 23 milliards de dirhams à 33 milliards de dirhams. C'est un problème de gouvernance, un problème de régionalisation, un problème d'accès à l'innovation. Quand on parle aussi de médicaments, il faudra parler également d'innovation et également d'optimiser l'utilisation et l'équité de la répartition des ressources. Et les ressources, elles sont humaines, mais également matérielles, Landry, c'est-à-dire comment faire en sorte que notre système de santé soit le plus équitable, pas le plus égalitaire, la différence est de taille, le plus équitable de Tanger à Al-Gouera. Et ça, au Maroc, il y a des femmes et des hommes très brillants. Il faut, à un moment ou à un autre, repenser notre système de santé. Et je vais encore une fois peut-être choquer certains, mais c'est très important que nous fassions en sorte qu'il y ait le maximum de femmes et d'hommes compétentes au niveau des zones stratégiques comme l'Agence nationale du médicament, comme la Haute Autorité de santé, comme la réorganisation au niveau central et régional de notre système donc de santé, pour que, encore une fois, cette refonte, l'enjeu pour elle n'est pas un enjeu légal. On est capable de faire des lois au Maroc. L'enjeu pour nous, Landry, c'est leur mise en œuvre. On a les lois, on a les décisions, mais comment les mettre en œuvre pour que nous soyons efficients? Et c'est ça pour moi l'enjeu majeur, c'est ce passage entre la théorie à la pratique. Ce passage, professeur Jafar-Ekel, pardon, ce passage, est-ce qu'il peut se faire sur un moyen long terme, hein? Est-ce qu'en 5 ans, par exemple, on peut mettre en place un cadre général performant de gouvernance de santé régionale? Écoute, Landry, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suite aux orientations royales et suite à l'enjeu sociétal, la couverture sanitaire universelle, ce n'est pas un enjeu sanitaire. Pour moi, c'est vraiment un défi sociétal. Il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre quelque chose qui va changer
quantitativement et qualitativement notre vie sociale. Donner aux Marocains à 22 millions de plus, donc c'est 32 millions d'ici fin décembre, une couverture sanitaire universelle, c'est leur permettre non seulement un accès aux services de santé, vivre dignement puisqu'ils ne seront pas malades, pouvoir travailler, pouvoir contribuer au développement socio-économique du pays et au développement humain. Et cela, il ne faut pas le faire en théorie, il faut le réussir en pratique. Ça ne sert à rien de donner un mot à des gens qui avaient le RAMED s'il va avec cette carte et il ne trouve pas les services de qualité, il ne trouve pas le médicament, il ne trouve pas suffisamment de ressources humaines qui ont suffisamment de moyens pour travailler et une gouvernance optimale au niveau de chaque région. Tu as bien fait d'insister. Il est important en termes d'équité que si vous êtes à Goulmim, à Smara, à Ait Bouguemez, à Tanger, à Casablanca, à Agadir, vous avez un paquet minimum de services de santé, de médicaments et de moyens et de ressources pour vous faire soigner, et ça de façon équitable. Et c'est ça, à mon avis, le véritable défi. J'espère qu'on va le réussir dans les 5 prochaines années. Le réussir tout de suite, non. Je crois qu'il faut être raisonnable, même s'il y a toute la bonne volonté du monde. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de ne pas le réussir, en tout cas avant 2030. C'est crucial pour notre pays et je crois que c'est un projet que mérite le Maroc et nous devons tous le réussir. Professeur Jafar Ekel, quel rôle, quelle place l'industrie pharmaceutique va-t-elle avoir justement dans ce vaste chantier de mise en œuvre de généralisation de la couverture santé? Alors d'abord, elle a un rôle crucial. D'abord, je crois encore une fois, et je crois que tout le monde est témoin, que je suis un fervent défenseur de l'industrie pharmaceutique qui a réussi de très belles choses au Maroc, aussi bien l'industrie pharmaceutique internationale implantée au Maroc, les multinationales, mais également l'industrie pharmaceutique marocaine, entre guillemets. Elles ont joué un rôle crucial et continuent à le jouer. Et d'ailleurs, vous avez vu que le projet qui a été inauguré par Sa Majesté Ben Slimane concernant les vaccins, il ne concerne pas uniquement les vaccins, il concerne la biotechnologie, il concerne l'innovation thérapeutique, les médicaments innovants, et pour placer le Maroc comme étant un des leaders de la recherche justement scientifique, mais de la recherche dans l'industrie pharmaceutique pour la coopération sud-sud et pourquoi pas pour d'autres pays. Et donc, je crois que l'industrie pharmaceutique, non seulement pour donner l'accès aux vaccins et aux médicaments aux Marocains et à plein d'autres pays, mais également, j'y crois fermement que l'industrie pharmaceutique va être pour moi une lampe de lancement pour la recherche scientifique de terrain, mais également avec l'université. Et on le voit partout dans le monde. Hein. Je veux dire, si vous allez à la Silicon Valley, vous allez au CNRS en France ou à l'INSERM ou dans d'autres pays, l'industrie pharmaceutique est un partenaire, dans le beau sens du terme, est un partenaire de l'innovation, de la recherche scientifique. Et je crois que mon ami professeur Belalia, qui est directeur général d'une université, ne dira pas le contraire, que lui-même est un homme ouvert pour qu'il y ait de la coopération entre le public et le privé, mais également entre le privé et le privé. Je crois que le PPP, ce n'est pas toujours public et privé, ça peut être privé et privé, ça peut être privé, public et autres privés. Et je crois que l'industrie pharmaceutique a toute sa place dans cette refonte du système donc, de santé et également, elle va jouer un rôle important, même si ça peut, encore une fois, étonner certains, elle peut jouer un rôle important dans une meilleure optimisation des dépenses en santé au Maroc. Il ne faut pas penser médicaments ou industrie pharmaceutique comme étant une aggravation des dépenses de santé, mais moi, je les vois plus également comme étant des optimisateurs également de la prise en charge médicale dans sa dimension également médicamenteuse. Juste pour finir, l'état des lieux, professeur Jafar Ekel, en dehors de la généralisation de l'assurance, de la couverture santé, pardon, on en est où exactement dans la réforme de la santé aujourd'hui au Maroc et du contrat-programme? Tout à l'heure, je parlais de ce contrat-programme qui a été signé il y a quelques semaines, contrat-programme ambitieux. Écoutez, encore une fois, il faut avoir les moyens de son ambition. Le Maroc mérite d'avoir un système de santé plus performant que le système actuel. La population marocaine mérite d'accéder à plus de services de santé en améliorant la qualité, l'accès et ce que vous voulez. Mais encore une fois, l'enjeu pour moi n'est pas de signer des contrats programmes Landry, je m'en excuse. L'enjeu pour moi, ce n'est pas de construire de magnifiques hôpitaux. L'enjeu pour moi, c'est de repenser notre système de santé
pour qu'il soit équitable, accessible et performant. Et quand je parle de performance, ce n'est pas une performance économique ou financière, c'est une performance également dans la qualité donc de service qu'elle va donner pour que le citoyen soit en meilleure santé. La santé n'a pas de déterminants uniquement biologiques. La santé a des déterminants et elle est connectée au social, à l'économique et à l'humain. Si votre population est malade, si votre population n'a pas accès aux médicaments, si votre population ne trouve pas des services de santé qui répondent à ses demandes et à ses besoins au niveau de chaque région, eh bien, l'impact sur le plan social et économique est majeur. On l'a vu pour la Covid, pour un virus, et donc je vous laisse imaginer une dimension beaucoup plus globale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous ne repensons pas notre système donc de santé avec un changement de paradigme, eh bien malheureusement, les mêmes causes vont créer les mêmes effets. Et c'est ça ce que je ne souhaite pas à mon pays, parce que le Maroc, je le vois, avec un système de santé qui doit être performant, parmi les meilleurs dans les pays émergents, et pourquoi pas, parce qu'on a les femmes et les hommes qu'il faut, et on le voit d'ailleurs quand ils sont à l'étranger, d'être capables dans le système de santé et dans la recherche universitaire, être parmi les meilleurs, et je le constate au quotidien dans tous les pays du monde. Petit aparté, professeur Jafar Ekel, ça sera la dernière question avant, bien sûr, la séance des questions. Il y a beaucoup de questions, justement, qui ont déjà été posées et qui sont en train d'être posées. Vous parlez tout à l'heure des maladies chroniques. C'est vrai que durant la crise Covid, vous le rappelez, elles n'ont pas été traitées en priorité, c'est normal. Priorité à ceux qui étaient atteints du Covid-19. Aujourd'hui, on en est où? 1 an et demi, 2 ans plus tard, après le début de cette crise. On rattrape le retard, ça va être très difficile, ça prendra du temps. Oui, ça prendra beaucoup de temps. Pourquoi? Pour que vous ayez un ordre de grandeur, les dernières données scientifiques à travers le monde et au Maroc, on est en train de travailler dessus, nous avons perdu à peu près, pour que vous ayez un ordre de grandeur, entre 22 et 28% de charges morbides dont on aurait pu s'occuper. Ça veut dire que nous avons perdu la capacité de prendre en charge entre 22 et 28% de maladies chroniques et donc de complications et de charges supplémentaires. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui au Maroc, à peu près 59,7% des dépenses de santé, quand on compte le direct et l'indirect, viennent de ce qu'on appelle out of pocket, c'est-à-dire des ménages. Et donc, c'est extrêmement important et c'est ce qui coûte le plus cher, ce sont les maladies chroniques. Donc, si nous n'allons pas vers l'innovation, vers les médicaments innovants, vers la vaccination par exemple, vers l'éducation pour la santé, vers les soins de santé primaires, vers la prévention, on ne pourra jamais supporter la charge. Et donc aujourd'hui, nous avons perdu, et encore une fois, quand on dit perdu, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, mais il faut que nous rattrapions dans les 5 prochaines années ce que le Covid nous a fait subir pendant 2 ans, non seulement pour cette maladie infectieuse qui est la Covid-19, mais pour les autres maladies chroniques. Et cela nécessite l'intervention de l'industrie pharmaceutique, des universitaires, des professionnels de santé, des hommes et des femmes politiques, de la société civile, nous tous ensemble, vous les médias, Landry, pour que nous puissions aujourd'hui organiser, et je vais terminer par ça, ce que j'appelle le parcours de soins coordonnés du patient, qui aujourd'hui est un parcours erratique, est un parcours stochastique, pour utiliser un terme mathématique, le rendre plus cohérent, le rendre plus accessible, j'allais dire, aux différentes prestations qui peuvent exister entre le public et le privé. Notre système de santé est un système qui a cette qualité d'avoir un privé qui est fondamental et un public qui est aussi fondamental. Faisons en sorte d'upgrader le secteur public, de lui donner le maximum de moyens pour assurer sa mission de service public et rajoutons le service privé pour qu'il puisse également contribuer à cette mission de service public, même s'il est dans le privé. Et il faut pour cela, à mon avis, encore une fois, et j'espère me tromper, je crois à peu près 5 ans pour que nous puissions avoir notre système comme le mérite mon pays. Professeur Jafar Ekel, merci beaucoup. J'appelle professeur de médecine et économiste de la santé à l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Et justement, on a un acteur privé avec nous, Madame Myriam Tamimi. Rebonsoir. Rebonsoir Landry. La directrice générale de GSK Maroc. On va parler avec vous de l'industrie pharmaceutique, de son rôle précis dans le système de santé au Maroc et comment ce secteur justement peut nous permettre
d'atteindre des objectifs non seulement en termes de soins, mais également en termes de business, parce que c'est un secteur sur lequel on capitalise de plus en plus, qui est essentiel aujourd'hui à l'ère post-Covid. Comment ce secteur au Maroc peut grossir davantage et peut servir l'Afrique, voire une partie du globe. Première question que je voudrais vous poser, c'est aujourd'hui quelle est la place des multinationales dans le système de santé national au Maroc pour faire face à des crises telles qu'on a vécu la crise Covid-19. Merci Landry. Et tout d'abord, je tiens à remercier la Bricham pour son invitation et également le professeur Jaafar Yekel pour son intervention où j'ai retrouvé beaucoup, on va dire, de paroles ou d'idées qui se rejoignent finalement avec la mission des multinationales en général dans les pays dans lesquels elles opèrent. Et justement, cette précision peut-être à apporter, c'est que je représente un groupe privé, GSK, mais peut-être avec plus d'envergure, les multinationales opérant au Maroc, qui sont tout d'abord des filiales marocaines, donc des entreprises marocaines qui représentent des groupements étrangers, qui sont installés pour certaines depuis plus de 50 ans et qui participent finalement au tissu industriel également, puisque les multinationales représentent à peu près 60% du marché pharmaceutique marocain. Et si on s'intéresse à la production locale qui a été le premier enjeu que le Maroc a résolu avec brio il y a 50 ans, eh bien, sur 10 médicaments qui sont fabriqués au Maroc, 6 sont des princeps aujourd'hui et donc viennent de ces multinationales-là. Ceci étant dit, et quand on s'intéresse à cette crise du Covid, je voudrais d'abord mentionner la gestion exemplaire dont a su faire preuve le Maroc quand il s'est agi de faire face à cette pandémie qui était globale et qui nous a positionnés en tant que pays comme un exemple, non seulement dans la région, sur le continent, mais aussi pour d'autres pays européens. Et si nous avons pu réussir la gestion de cette pandémie, c'est justement par la mobilisation de tous les acteurs. Et pour reprendre un petit peu les propos du professeur Yekel, ce sont des hommes et des femmes compétents, assis sur les différentes, on va dire, sièges de l'écosystème de santé et autres que la santé, qui se sont mis ensemble justement cette riposte à la crise qui est considérée comme une réussite puisqu'aujourd'hui nous avons mis en place parmi les premiers pays un programme d'immunisation et de vaccination contre le Covid et aussi assurer finalement, si je reprends un petit peu de façon plus précise le rôle de l'industriel pharmaceutique, tout d'abord, le premier rôle quand on fait face à la pandémie, c'est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et de s'assurer que tout médicament, justement, puisqu'on parle de toutes maladies confondues et pas seulement ceux dédiés au protocole Covid, vont pouvoir continuer à être disponibles en ayant tous en mémoire tous les challenges auxquels nous avons dû faire face, que ce soit pour la disponibilité de certains médicaments, mais également la disponibilité des matières premières pour la fabrication des médicaments. Donc ça a été le premier enjeu. Le deuxième, justement, quand on se retrouve dans une situation de pandémie qui nous a confinés tous ensemble, eh bien, il a fallu très précocement arrêter toute interaction physique. Et la première mission d'une multinationale, et qui est le premier levier d'accès aux soins, c'est la formation médicale continue des professionnels de la santé, qui s'est retrouvée finalement digitalisée au pied levé. En mettant en place différentes initiatives. Et quand on voit la vitesse avec laquelle et l'efficacité avec laquelle on a pu continuer d'assurer un dialogue entre professionnels de santé, entre industrie pharmaceutique et professionnels de la santé, non seulement pour assurer une bonne gestion de la crise sanitaire, en échangeant entre experts locaux. Le Maroc a servi d'experts également à l'international, mais en s'inspirant également des expériences qui ont eu lieu dans d'autres pays à travers ces échanges que nous avons pu digitaliser.
L'outil industriel dont nous disposons a servi justement à continuer d'assurer la disponibilité des médicaments, mais aussi à pouvoir fabriquer des outils de protection individuelle tels que nous en avons eu en ce moment, c'est-à-dire les gels antiseptiques, les masques, et je ne reviendrai pas là-dessus. Après, nous sommes tous conscients le gros enjeu pour pouvoir dépasser la crise, c'était de pouvoir mettre en place une vaccination précoce et de masse, avec une immunisation de masse qui soit suffisamment rapide. Et sur les 4 vaccins dont a pu disposer le Maroc, eh bien 3 sont issus d'accords avec les multinationales. Et quand on regarde un petit peu justement la façon dont les multinationales se sont comportées dans le cadre de cette crise, à l'instar de ce qu'a fait le Maroc, c'est-à-dire une mobilisation très précoce de tous les acteurs de l'écosystème, on a vu aussi un mouvement de ces multinationales vers la combinaison des efforts, où elles se sont alliées, elles ont fait, on va dire, fi de leur potentielle concurrence, et se sont mises ensemble en réalité pour optimiser les capacités de R&D, les capacités de production, et aussi même venir créer de nouveaux systèmes d'approvisionnement comme le COVAX par exemple, pour pouvoir justement faire face à la livraison du vaccin partout dans le monde, puisque le défi n'était pas seulement d'immuniser dans un pays, mais d'immuniser à l'échelle mondiale pour pouvoir dépasser cette crise. Voilà, donc, et on parlait avec le professeur Heikel, évoquait l'impact sociétal. On pense à la santé, mais la santé de la population, un Marocain est un patient et membre d'un ménage, est un acteur aussi économique important. Donc, on comprend bien que le pays étant immobilisé, les multinationales également ont répondu par la présente à l'appel de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, au don, et donc à la contribution à la société pour pouvoir mettre justement en jeu une levée de fonds qui a permis de contribuer un petit peu au fond. Donc, il y a un besoin urgent de levée de fonds pour parer à l'urgence sanitaire, justement, en attendant de voir se mettre en place peut-être des mesures sur une plus longue durée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette crise? Parce que, justement, on en ressort avec des défis énormes pour le parcours de soins que je ne reprendrai pas. Je pense que le professeur Heikel les a extrêmement bien illustrés. Les patients Covid ont été pris en charge. Les patients porteurs de maladies chroniques ont beaucoup souffert de l'interruption de leur traitement. Et si on devait en retenir quelque chose pour de futures crises ou des situations de difficultés auxquelles nous aurions à faire face, eh bien, il y a d'abord l'importance de la mise en jeu de l'industrie locale, hein. Je pense que le fait qu'on ait eu une industrie locale forte qui est capable non seulement de produire, mais de produire des produits de santé de qualité, est quelque chose qui nous reste comme un point fort que l'on pourra mettre en valeur non seulement pour le Maroc et les Marocains, mais pour que le Maroc puisse également s'exporter davantage et exporter davantage sa production. Et puis, le fait que le Maroc a su tirer finalement profit de ces alliances, tout en mettant en jeu, on va dire, ces acteurs locaux et sa capacité à générer localement ce dont le pays avait besoin. Il y a aussi tout ce jeu d'alliances internationales et le Maroc compte énormément de partenaires économiques en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique également, pour pouvoir justement garantir cette souveraineté sanitaire et assurer la disponibilité justement de tous les produits de santé dont le pays avait besoin. Et enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'importance de l'innovation. Parce que quand on parle de digitalisation et de dématérialisation, aujourd'hui, si on a pu le faire en quelques semaines et le généraliser non seulement à travers les actions que nous avons eues avec les problèmes de la santé, mais nous avons vu aussi beaucoup de nos administrations accélérer
la dématérialisation de leurs procédures aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel quand on est à la veille ou en plein milieu de cette réforme justement du système de santé marocain qui a tout intérêt justement dans le cadre de sa défragmentation à dématérialiser un maximum justement les échanges pour aider à la décentralisation des soins, pour que le patient justement ne fasse plus l'objet de ce parcours on va dire alors professeur Heikel, j'arrive jamais à reprendre votre fameux terme, vous me l'avez dit à plusieurs reprises, mais il est joli Pardon? son terme. Il est joli le terme de professeur Jafar Heikel. Rappelez-nous, professeur. Stochastique. Comment? C'est stochastique. Le parcours stochastique. Voilà, exactement. Donc, ce fameux parcours stochastique du patient, eh bien, ne serait-ce que quand on entend parler de la mise en place d'un dossier unique de patients qui gagnerait justement et en plus, nous sommes en pleine transition épidémiologique et nous nous intéressons de plus en plus à des malades porteurs de maladies chroniques. Donc, c'est un patient qui est le centre d'intérêt de plusieurs spécialistes finalement. Il n'a plus un médecin traitant, il a plusieurs médecins traitants parce que de plus en plus, nous sommes sur des atteintes multifocales. Donc, ce fameux dossier patient va pouvoir faire l'objet de RCP, de staffing qui va se faire à travers de staff multidisciplinaire. Et justement, cette digitalisation aura le potentiel de maximiser et d'optimiser le parcours de soins qui va aussi, à terme, forcément être générateur d'économies pour les payeurs, le gouvernement et en termes d'économie, justement, déjà ne serait-ce qu'à travers l'optimisation de ce parcours. Ensuite, si on parle justement des défis de réforme auxquels nous faisons face, c'est quand on parle de l'importance de l'innovation, je veux quand même arrêter justement au fait que les médicaments innovants ne sont pas un luxe que l'on va pouvoir se permettre au fur et à mesure de la transition épidémiologique à laquelle nous faisons face au Maroc, à l'instar des pays européens. Donc, la transition est en marche et le diabète que l'on regardait comme étant peut-être une maladie plus ou moins, on va dire, contenue il y a 30 ans, aujourd'hui, sévit avec une prévalence importante. Eh bien, le diabète d'il y a 30 ans, c'est le cancer d'aujourd'hui, c'est aussi les maladies immunologiques qui représentent aujourd'hui peut-être, qui impactent peut-être aujourd'hui une plus faible proportion de la population, mais qui vont aller grandissantes. Et cette notion d'investir dans le médicament innovant, parce qu'il s'agit d'investir, en réalité, a déjà montré son importance et son efficacité dans les économies que va pouvoir faire le gouvernement justement quand il investit tôt dans l'innovation. Le fait de traiter les patients avec des hauts standards de qualité dès le départ va permettre aux payeurs, à l'organisme de prévoyance de générer justement des économies un peu plus tard à travers justement l'agrandissement de la population qui sera sujette à ces traitements-là par la force des choses. Et un sujet qui tient à cœur forcément à GSK, c'est les plans de prévention. Aujourd'hui, nous regardons justement après cette crise sanitaire, on a vu à quel point il était important de pouvoir s'armer et anticiper certaines maladies. Et nous avons la fierté au Maroc de jouir d'un plan d'immunisation qui est extrêmement bien, non seulement implémenté, je ne parle pas seulement des aspects purement programmatiques, mais même en termes de vaccins qui sont, on va dire, prévus pour nos enfants, mais également déjà sur certaines maladies chez les adultes, que ce soit le pneumocoque, la méningite et le Covid, la grippe. Eh bien, à l'avenir, ces programmes d'immunisation et de prévention se verront, on se verra dans la nécessité de continuer leur développement parce que le fait d'intercepter des maladies avant qu'elles arrivent va pouvoir également
nous éviter des catastrophes sanitaires, mais également permettre de protéger la population qui, encore une fois, quand on est protégé, eh bien, on reste sain et on reste un acteur économique qui va pouvoir justement créer de la valeur pour le pays. Voilà un petit peu, on va dire, les leçons apprises, on va dire, et la contribution que peut apporter l'innovation, les multinationales pharmaceutiques à travers l'innovation sur les différents champs que j'ai pu illustrer. Je pense aussi que il est très important, ce que nous avons vu comme facteur de réussite, c'est ce fameux climat de confiance et de transparence et d'échange. Un acteur d'un écosystème seul ne peut pas réussir, et c'est tous les acteurs ensemble à table, les organismes de prévoyance, les industriels de la santé, les économes, le gouvernement, le public, l'université, toutes les parties prenantes de l'écosystème qui, en s'asseyant ensemble et en mutualisant leurs efforts, pourront justement donner son plein champ à l'innovation au Maroc. Myriam Tamimi, justement, comment grossir davantage, comment créer et renforcer ce hub pharmaceutique national pour qu'il puisse renforcer sa présence en Afrique et pourquoi pas aller ailleurs dans d'autres parties du monde? Oui, alors déjà, on a un avantage géographique qui est exceptionnel. Nous avons une situation géographique et en plus de cette situation géographique, le Maroc a su développer des infrastructures importantes à travers ses ports, à travers ses moyens de transport et également les assortir encore une fois de partenariats stratégiques avec les différents pays à travers les accords de libre-échange qui font que aujourd'hui le Maroc se positionne comme une plateforme naturelle de développement économique, qu'elle soit continentale ou même vers le Moyen-Orient ou vers les pays européens. Donc c'est déjà aujourd'hui un avantage sur lequel on peut capitaliser et qui a été construit justement grâce à la vision de Sa Majesté. Et quand on regarde un petit peu aussi l'industrie pharmaceutique de façon plus particulière, aujourd'hui, on voit que le tissu de production locale s'est développé depuis quelques dizaines d'années déjà et on fait quelque part le plein sur le marché interne en quelque sorte, quoique avec l'élargissement de la couverture sanitaire, forcément, cette production locale aura aussi l'opportunité de grandir un petit peu en volume, mais nous pouvons être beaucoup plus ambitieux. Nous comptons aujourd'hui autour d'une cinquantaine d'établissements pharmaceutiques industriels au Maroc qui ne tournent pas dans leur pleine capacité. Donc, et quand on regarde un petit peu sur les 10 médicaments que nous avons de disponibles sur le marché privé, 8 sont déjà fabriqués localement. C'est dire que même en élargissant la couverture sanitaire, eh bien, nous avons tout intérêt à examiner effectivement nos opportunités d'aller nous exporter, étant donné qu'aujourd'hui, nous exportons seulement 10% de notre production locale dans le pays. Et là, je ne parle pas des multinationales uniquement. Sur ces 10%-là, les multinationales contribuent à 38% à peu près, mais de l'ensemble des acteurs. Donc, quand on regarde un petit peu les opportunités qu'offre le Royaume, le système de production qui est déjà extrêmement bien établi et aussi qui s'articule avec des standards de qualité qui sont aux normes internationales, eh bien, qu'est-ce qui nous manque justement pour pouvoir aller vers ce rayonnement au moins continental? On revient toujours vers la réglementation finalement. D'abord, et l'industrie pharmaceutique, l'un des leviers de l'investissement dans l'industrie pharmaceutique, le premier, c'est la réglementation. Et on peut se pencher sur l'accompagnement justement de tous les acteurs locaux qui ont l'ambition de pouvoir justement développer cet export, l'accompagnement réglementaire sur plusieurs points. Il y a l'harmonisation
et puis l'alignement aux règles internationales pour que le médicament marocain puisse s'exporter dans tout type de pays, et bien s'assurer que il répond, que les normes de fabrication effectivement répondent à les normes d'accréditation. Nous avons déjà des établissements extrêmement bien implémentés dans ce sens, mais en y ajoutant des accréditations peut-être OMS ou des choses qui nous éliraient justement à pouvoir atteindre le maximum de pays à l'export. Il y a aussi un sujet important qui est l'implémentation du décret de bioéquivalence et accompagner justement nos acteurs locaux pour pouvoir mettre en œuvre ce décret de bioéquivalence qui va pouvoir positionner le générique marocain, le label Maroc justement, à l'export sur de nombreux pays qui exigent ce type d'équivalence. Voilà, après, au-delà, et c'est après qu'on ait mis en place ces mesures, on va dire, réglementaires, qui nous rendraient peut-être avant même attractif, aligné avec ce qui est considéré comme aux normes à l'international, eh bien, et les incitations fiscales sont toujours les bienvenues. Il faut aussi encourager les producteurs locaux, l'industrie locale, par des incitations fiscales à pouvoir justement augmenter sa production et envisager l'export. Après, il y a également des champs dans lesquels nous ne nous sommes pas encore investis en tant qu'acteurs dans l'ensemble de l'écosystème pharmaceutique. Je passe très rapidement sur la plateforme logistique, par exemple. Si on veut pouvoir effectivement rayonner au niveau continental, donc en Afrique, l'une des grandes opportunités que nous avons, c'est de développer cette plateforme logistique et aujourd'hui, plus que jamais, cette opportunité s'ouvre à nous, étant donné toutes les tensions d'approvisionnement que nous voyons à travers non seulement la crise Covid, mais la crise mondiale à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Le Maroc en tant que hub, le Maroc en tant que hub logistique, plutôt que d'avoir à faire repartir nos produits vers des plateformes situées dans d'autres pays pour pouvoir les acheminer vers les pays africains. Et j'ai envie de clôturer avec justement cette fameuse innovation, parce que au-delà du fait que nous pourrions exporter davantage et y mettre les conditions, s'investir dans des champs dans lesquels on pourrait se développer, comme on disait, en logistique, il y a quand même un champ qui est celui de la recherche biomédicale, derrière lequel beaucoup de travaux ont déjà été menés justement pour pouvoir, en partant d'un texte légal qui prévoyait justement de développer la recherche biomédicale au Maroc, tout un travail qui a été mené par les universitaires, les experts qui sont allés se pencher pour la genèse de textes et de textes d'application justement qui sont aujourd'hui au Parlement, et on espère qu'ils verront le jour et qu'on aura leur publication bientôt, parce que la recherche biomédicale en elle-même est le nouveau levier de développement dans l'industrie pharmaceutique, ou en tout cas dans l'industrie biopharmaceutique, puisque au-delà du fait que nous allons pouvoir localiser des essais cliniques venant de ces multinationales-là, et localiser des essais cliniques veut dire aussi donner un accès précoce à la population marocaine à certaines innovations, mais c'est tout un écosystème que nous aurons encore à créer autour, avec de la création d'emplois, avec justement une forte valeur ajoutée sur l'emploi hautement qualifié. Mais avant tout cela, c'est encore une fois préparer le champ réglementaire pour positionner le Maroc sur l'échiquier international. Aujourd'hui, certains pays voisins, amis, arabes nous devancent, pour être clair, sur l'attractivité en termes de localisation des essais cliniques, et en travaillant bien tous ensemble, eh bien, nous aimerions voir le Maroc justement figurer sur cet échiquier-là pour pouvoir attirer l'écosystème R&D
qui est porteur d'énormément d'opportunités. Et je me tourne justement vers le professeur Belaïlia qui va certainement prendre la suite. Et qui dit écosystème R&D, recherche biomédicale, dit CRO, dit aussi nouvelle filière de formation et dit aussi que l'on va pouvoir aussi retenir nos talents marocains dans le pays qui vont pouvoir se projeter sur des nouveaux types de métiers en tant que levier économique important. Et là, pour le coup, ça ne serait plus de l'export vers l'Afrique ou vers l'Europe, mais ce serait aller capturer finalement d'Europe ou d'ailleurs des opportunités de localiser la R&D comme levier économique pour le Maroc. Voilà. Merci beaucoup Myriam Telmimi, je rappelle directrice générale de GSK Maroc. On va parler justement recherche et développement avec le professeur Abdelmonim Belaïlia. Alors il y a beaucoup de questions. Juste après le professeur Abdelmonim Belaïlia, comme promis, on prend vos questions un par un. N'hésitez pas encore à écrire vos questions. Professeur Abdelmonim Belaïlia, je rappelle, vous êtes directeur général de l'université Mondiapolis, professeur universitaire. Avant peut-être de parler d'innovation pour pallier justement aux défis actuels du secteur pharmaceutique, on va parler de digitalisation, on va parler éducation avec vous. Quelle photographie vous portez, vous, aujourd'hui sur le secteur de la santé de manière globale après cette crise de Covid-19? Oui, donc merci Landry pour la question, merci pour la Chambre de commerce britannique pour l'invitation. Oui, il s'agit d'un secteur qui est très important aujourd'hui. Nous l'avons vu, comme l'a dit mon ami Ja'far et mon ami Mariam, donc il s'agit d'un secteur qui a montré quand même une résilience très importante pendant la crise du Covid. Nous avons vu que l'industrie pharmaceutique a su quand même en quelque sorte être un secteur qui a mis à disposition les médicaments nécessaires pendant la crise. On a vu quand même que toutes les craintes des Marocains sur la rupture, etc., étaient dissipées parce que nous avons un secteur qui a un certain nombre de particularités que je vais citer et parce que aussi nous avons un État qui a su être anticipatif et qui a su aussi assurer la coordination nécessaire sous l'égide de Sa Majesté le Roi, ce qui a fait qu'on a pu en quelque sorte sur le plan médicaments prodiguer donc les médicaments nécessaires. Maintenant, pour faire le focus sur l'industrie pharmaceutique, mes amis donc l'ont dit, c'est un secteur aujourd'hui qui regroupe une cinquantaine de laboratoires, donc 47 unités industrielles, un chiffre d'affaires de 16 milliards de dirhams. Par la suite, je vais pouvoir situer ce chiffre en donnant des ordres de grandeur. Il emploie 53 000 employés avec un taux d'encadrement de 30%. Maintenant, on ne peut pas faire un diagnostic pragmatique sans pouvoir situer le secteur sur l'échiquier régional mondial. Je dois dire que l'industrie pharmaceutique africaine, donc de tout le continent, ne représente que 1% du chiffre d'affaires mondial. Et ça, c'est une donnée très importante. 47% revient aux États-Unis, 23% revient à l'Europe. Voilà donc les premiers chiffres qu'on peut donner. Si l'on prend les laboratoires pharmaceutiques, les deux premiers laboratoires mondiaux avaient donc en 2019 des chiffres d'affaires aux alentours de 40 et de 50 milliards de dollars. Je ne vais pas donner leur nom, bien sûr. Par la suite, en 2022, aujourd'hui, c'est des laboratoires qui tablent respectivement sur 83 et 94 milliards de dollars. Donc, c'est juste pour situer l'ordre de grandeur de l'industrie pharmaceutique marocaine. Maintenant, si je reviens au Maroc avec le chiffre de 16 milliards de dirhams, qui représente en quelque sorte 1,3 du PIB national, je le compare à un autre secteur marocain qui est l'industrie
automobile. L'industrie automobile aujourd'hui, elle fait 80 milliards de dirhams en exportation. Un chiffre qui a été jusqu'en 2014 aux alentours de 40 milliards de dirhams et qui a doublé donc en laps de 6 ans. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons une industrie en quelque sorte qui a une maturité très importante, plus de 60 ans d'expérience, mais en quelque sorte qui n'a pas su se développer d'une manière conséquente. Cela est montré bien évidemment par le chiffre d'affaires, cela est montré par en quelque sorte aussi la structure du marché. Parce que, à titre d'exemple, on peut aussi constater la dynamique de ce marché en termes de création d'entreprises. Ça reste quand même un marché très fermé. Donc, tout cela représente un certain nombre de données très importantes à mettre en perspective si l'on veut aujourd'hui comprendre l'industrie pharmaceutique marocaine. Maintenant, nous l'avons bien compris, c'est un secteur qui a un niveau de maturité très important, un engagement très important de la part des entreprises marocaines, des entités marocaines, mais aussi des multinationales. Il y avait en quelque sorte, je dirais pas une querelle, mais une discussion toujours sur est-ce qu'on produit assez en local ou pas. Bien évidemment, le Maroc, il produit aujourd'hui pratiquement 80%, il répond à 80% des besoins en termes de quantité, mais uniquement 57% en termes de valeur, ce qui explique en quelque sorte le débat des chiffres. Donc, moi, je pense personnellement qu'il s'agit d'un secteur qui a une marge de progression très importante. Il y a de la matière pour qu'on puisse redynamiser le secteur pour doubler, voire tripler le chiffre d'affaires réalisé en fait aujourd'hui. Si l'industrie automobile l'a fait en un temps rapide, pourquoi pas l'industrie pharmaceutique qui est quand même très ancienne et dans laquelle donc les industriels marocains ont une expérience très importante. Je rappelle que historiquement, c'est les industriels marocains qui ont aidé leurs collègues dans les pays du Maghreb pour pouvoir instaurer les embryons d'une industrie pharmaceutique dans un certain nombre de pays de Maghreb. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que les premières faiblesses ou les premiers éléments, les premiers axes d'amélioration, c'est en quelque sorte la productivité liée à la performance. Ça, c'est à mon sens un premier élément qui repose, donc j'aurai l'occasion peut-être de terminer sur la formation, qui est un axe très important pour qu'on puisse augmenter la performance et pour qu'on puisse bien évidemment produire plus. Produire plus, sachant qu'aujourd'hui, comme l'a dit Myriam, 10 à 11% de la production marocaine est destinée en fait à l'export, principalement pour l'Afrique, le Moyen-Orient et en petite partie donc pour l'Europe. Je pense que nous avons de la matière d'augmenter ce taux et d'augmenter la productivité et la production globale, tout simplement en professionnalisant le métier et en quelque sorte en introduisant des techniques de production modernes. À notre chiffre, aujourd'hui, donc l'industrie pharmaceutique marocaine investit en totalité 800 millions de dirhams par an. Donc ça, c'est les investissements en quelque sorte, c'est tout ce qui est investissement global de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit d'un chiffre minime, bien évidemment, et c'est un chiffre qui comprend en grande partie le renouvellement de l'appareil industriel. Donc, tout ce qui est réservé à la formation, à la recherche, etc., représente une proportion très faible. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est tout simplement augmenter la productivité. Deuxième point, augmenter la qualité. Certes, l'industrie pharmaceutique marocaine aujourd'hui fournit des médicaments de qualité. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous avons ce grand projet royal qui est
le fait de produire les vaccins au Maroc, à Ben Slimane, le fait je pense qu'il s'agit aussi d'un projet innovant. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui repose quand même sur des ingrédients lourds, sur en quelque sorte des fondements lourds, notamment une capitalisation financière très importante. Il faut dire que pour produire un médicament, il faut compter en moyenne 800 milliards de dollars en investissement. Donc ça, c'est un médicament qu'on trouve sur le marché, ce qui montre que c'est pas à la portée de n'importe quelle entreprise de produire un médicament. Voilà pourquoi dans ce projet marocain, il y avait ce consortium donc, entre des banques marocaines qui ont permis en quelque sorte le financement pour qu'on puisse avoir une plateforme de production des vaccins. Et il y a aussi une expertise marocaine conjuguée à une expertise étrangère, ce qui représente à mon sens un point très important. Aujourd'hui, on ne peut pas en quelque sorte améliorer ou donner en quelque sorte une impulsion nouvelle à ce secteur si l'on n'arrive pas à s'appuyer sur la compétence et sur l'expertise étrangère. À ce titre-là, les multinationales, elles ont tout leur rôle à jouer, bien évidemment, pour qu'elles puissent être une locomotive pour tirer le secteur vers le haut, notamment au travers de l'innovation et de la recherche biomédicale qui représente, à mon sens, un maillon faible de l'industrie pharmaceutique marocaine. Donc, le deuxième facteur, c'est la qualité. Il faut qu'on puisse hisser donc la production nationale à des standards de qualité de telle sorte qu'on puisse, en quelque sorte, conquérir des marchés nouveaux. Pourquoi pas l'Amérique et pourquoi pas d'autres marchés d'Europe. Troisième facteur, donc, c'est effectivement l'innovation, ou plutôt troisième axe d'amélioration, c'est l'innovation. Il s'agit d'un axe qui est très important. L'innovation, donc on le sait tous, c'est un axe qui nécessite en quelque sorte des structures d'innovation. On ne peut pas en quelque sorte devenir du jour au lendemain un pays porté sur l'innovation. Il faut quand même savoir qu'au Maroc, l'innovation est un problème non pas uniquement de l'industrie pharmaceutique, mais de tout le tissu, de tout le tissu industriel marocain. On témoigne. Comment Et pourtant, les Marocains redoublent d'imagination, mais c'est vrai que malheureusement, on a du mal effectivement. à innover. Donc, quel cadre on peut donner justement pour pousser à l'innovation dans le secteur selon vous, Abdelmonim Belalia? Ça passe par l'éducation notamment? Par le rôle des privés? Avant de passer en fait à l'éducation, qui est notre domaine, je citerai un point très important qui est s'appuyer sur les ressources et les compétences externes. J'ai cité les multinationales qui peuvent offrir et donner ce cadre-là, et je cite aussi les Marocains résidant à l'étranger. Nous avons aujourd'hui des Marocains qui évoluent dans les laboratoires internationaux et qui ont cumulé une expérience très importante. Nous l'avons vu dans la crise Covid, comment des MRE, des Marocains qui résident dans d'autres pays, ont pu en quelque sorte prendre l'initiative pour pouvoir faciliter des transactions au Maroc de telle sorte que l'industrie pharmaceutique marocaine, notamment en termes de vaccins, soit une industrie en quelque sorte qui va fournir les vaccins en un temps rapide. Et on a vu en quelque sorte l'efficacité. Donc les Marocains résidant à l'étranger restent toujours des Marocains et ça c'est très important. On ne va pas les ôter de leur environnement parce qu'ils ont évolué dans un environnement autre, mais ils restent bien évidemment des Marocains et on peut faire appel à eux d'une manière intelligente pour qu'ils puissent apporter leur savoir et leur expertise. Et d'ailleurs, le discours royal mettait l'accent sur ce point-là qui est très important, bien évidemment. Et j'en arrive par là à la formation. Oui, la formation est un élément très important. J'ai cité le chiffre de 800 millions de dirhams comme investissement global de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit d'un chiffre, à mon sens, qui est très faible, notamment lorsqu'on parle de la formation.
Je suis étonné que dans notre pays, on ne trouve pas de formation spécialisée dans le médicament. Et je parle bien de formation pointue. Je ne parle pas des formations classiques courtes, etc. Je parle de diplômes accrédités, reconnus, etc., qui vont donner aux candidats une compétence et une expertise reconnue. Donc là, il s'agit en quelque sorte de domaines dans lesquels, bien évidemment, il y a un rôle à jouer par les institutions de la formation, mais accompagné par l'industrie pharmaceutique. Nous, à l'université Mondiapolis, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique pour accompagner l'évolution du secteur de la santé au Maroc. Nous avons ouvert pour cette année des filières nouvelles en sciences infirmières. Nous avons ouvert aussi des masters. À titre d'exemple, un master en santé globale. C'est le premier master au Maroc en santé globale ou bien la santé mondiale. Nous l'avons ouvert en collaboration avec l'Université de Barcelone parce que nous avons la conviction qu'on peut s'appuyer sur l'expertise et sur l'expérience étrangère. Et je remercie d'ailleurs mon ami Jafar qui a accepté de collaborer, mais surtout de prendre la responsabilité pédagogique dans ce master-là. Pour nous, il s'agit aussi d'un moyen, d'une voie d'innovation dans la formation, parce qu'on a vu que lors de la crise du Covid, on était en face non pas d'enjeux de santé publique, mais d'enjeux de santé mondiale, dans lesquels il y a la pandémie, il y a le phénomène de transmission, il y a le contrôle aux frontières. Donc là, les acteurs de la santé publique au Maroc doivent comprendre ces enjeux-là nouveaux de la santé mondiale. Et d'ailleurs, j'invite l'industrie aussi pharmaceutique à s'ouvrir sur ce type de formation qui donnera au cadre une dimension internationale pour comprendre tous les enjeux qui sont liés à la santé mondiale. Et juste, je fais un clin d'œil à Mariam pour dire que dans ce programme-là, nous avons prévu des modules qui traitent de tout ce qui est enjeu des médicaments sur le plan mondial. Voilà. Donc, il y a donc une innovation à faire sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la conception de programmes nouveaux. Nous sommes en train de le faire, mais c'est un appel que je fais aussi aux industriels, à l'industrie pharmaceutique, de telle sorte qu'on puisse travailler la main dans la main pour des programmes innovants et des programmes qui vont pouvoir accompagner toute la dynamique de la réforme du système santé marocain, parce qu'il ne s'agit pas que de l'industrie pharmaceutique, mais il s'agit, comme l'ont dit mes amis, d'une réforme globale qui porte sur les médicaments, sur les structures de santé, sur la gouvernance, sur le parcours de soins. Donc, nous avons besoin, bien évidemment, d'un système dans lequel l'université soit entourée par tous ces acteurs pour qu'on puisse réussir la réforme. Professeur Abdelmouni Beléga, sur le volet recherche et développement, innovation, on peut accélérer pas très rapidement? Ça peut aller très vite s'il y a uniquement de la volonté, ou alors il faut un cadre justement, un cadre réglementaire plus souple, il faut des moyens supplémentaires? Il faut des ressources supplémentaires, certainement des ressources financières, parce qu'aujourd'hui, le budget alloué à la recherche et développement au Maroc reste quand même un budget limité. Maintenant, si l'on parle d'un secteur comme l'industrie pharmaceutique qui représente quand même un secteur stratégique sensible pour le Maroc, nous avons besoin d'atouts nouveaux. On ne va pas attendre 10 ans, 15 ans avant qu'on puisse avoir les ressources nécessaires, avant que le Maroc ne puisse être un pays développé en matière de recherche, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le Maroc a, en quelque sorte, des scores qui ne sont pas glorieux, qui ne sont pas luisants en matière de recherche. On perd des places donc, en matière de recherche. Donc, une industrie aussi sensible ne va pas attendre le fait qu'on va réformer la recherche scientifique marocaine. Donc, elle doit trouver des leviers rapides, nouveaux. Ces leviers, comme j'ai dit, ça peut être impliqué donc les structures internationales, ça peut être, comme j'ai dit, impliquer les Marocains résidents à l'étranger qui ont déjà les savoirs. Les partenariats public-privé représentent un mécanisme très important. Aujourd'hui,
toutes les institutions, qu'elles soient privées ou publiques, elles doivent être ouvertes sur ce mécanisme qui permet en quelque sorte de mutualiser les moyens et qui permet aussi de mettre à disposition des ressources qu'on n'a pas. Nous sommes une université privée, nous avons nos diplômes qui sont accrédités, donc à la rigueur, un étudiant, il peut faire la formation chez nous comme il peut la faire dans une université publique. Et là, il s'agit en quelque sorte d'une innovation ou d'un facteur positif créé par le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que tout simplement, il a en quelque sorte décloisonner en quelque sorte ces deux secteurs pour pouvoir créer des passerelles. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui viennent de chez nous au milieu du parcours arrivant de l'université publique et ils peuvent, dans l'autre sens, partir après une année, 2 années, etc. Voilà, on a besoin de ces innovations de telle sorte que le secteur public travaille la main dans la main avec le secteur privé et je pense qu'on a besoin plus de ce partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Nous avons vu dans la crise du Covid comment on avait l'hôpital public qui était au départ la structure principale qui prenait en fait en charge les malades, par la suite donc les cliniques privées, etc. Mais ça n'a pas manqué de susciter des questionnements par rapport au rôle de l'État, par rapport à l'éthique, par rapport… Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'un système homogène dans lequel, bien évidemment, le patient accède au même titre à une clinique privée qu'à l'hôpital public. Je pense que, bien évidemment, l'objectif aujourd'hui avec la réforme, c'est que un patient, il a la couverture sanitaire avec une carte de santé ou un moyen donné. Il peut demain présenter la carte et faire des soins, que ce soit dans l'hôpital public ou dans la clinique privée. Ouais. Alors justement, on va arriver aux questions-réponses. Merci beaucoup, professeur Abdelmouni Bellalia. Je rappelle professeur universitaire, directeur général de l'université Mondiapolis. On a beaucoup de questions. Professeur Jafar Eikel et Myriam Tamimi, peut-être vous faire réagir à cette première question sur… alors c'est une question de Fatima qui se pose la question de la data. Est-ce que la data aujourd'hui est un frein ou une opportunité pour l'innovation? Elle met entre parenthèses partage de la data. J'imagine qu'il y a la data aussi bien dans le public que dans le privé. Peut-être Myriam Tamimi? Vous mettez en pole position sur cette question alors que je sais que le professeur Eikel, lui, pourra l'illustrer peut-être encore mieux que moi, mais je me lance effectivement parce que c'est un sujet aujourd'hui qui nous préoccupe, pas nous préoccupe tous, mais qui nous concerne tous, dans le sens où, comme on le rappelait, on s'inscrit dans le cadre d'une réforme avec une défragmentation des systèmes, une décentralisation, une régionalisation. J'évoquais auparavant le dossier unique patient et justement toutes les données que l'on allait pouvoir, dont nous allions pouvoir disposer dans le cadre de la mise en place de ce système. Et j'ai envie de faire le lien justement aussi avec le rôle de l'université et comment est-ce que la data finalement peut être un levier de développement important dans le pays. Et ça vient à plusieurs niveaux en réalité. De un, ça bénéficie aux patients d'abord, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter ce patient et gérer son parcours de soins de la façon la plus optimale et la mieux appropriée pour lui d'abord. Ensuite, à plus grande échelle, une fois qu'on commence à pouvoir disposer de données, eh bien, on peut commencer à parler d'évaluation. Et un sujet sur lequel on échange beaucoup avec le professeur Eikel justement, c'est l'importance de l'évaluation économique et je le laisserai peut-être développer ce champ-là. Mais l'évaluation économique aujourd'hui est un élément pivot et incontournable d'introduction de l'innovation au Maroc pour lui donner toute sa place. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que nous avons pu travailler
de concert avec le ministère de la Santé et s'inscrire en partenaire justement en commençant, on va dire, à introduire ces notions d'évaluation économique telles qu'elles ont été pratiquées dans d'autres pays. Donc vraiment ramener des exemples d'Égypte, d'Europe de l'Est pour que l'on puisse comprendre un petit peu dans le cadre de l'introduction de l'innovation dans le cadre du panier de soins qui va être proposé aux patients inscrits dans cette réforme, eh bien, quel type de programme de financement on allait pouvoir mettre en place justement à travers des contrats-programmes. Et la condition sine qua non, eh bien, c'est tout d'abord la capacité de faire de l'évaluation économique. Pour en revenir au côté ressources humaines et aux compétences, justement, aujourd'hui, nous comptons malheureusement seulement quelques éminents experts, dont le professeur Heikel fait partie des rarissimes que nous avons justement dans la question de l'économie de la santé. Demain, c'est un besoin d'expansion justement de l'utilisation de ces données sur les différents, on va dire, les différents éléments du parcours de soins du patient au sein des infrastructures, pour l'organisme de prévoyance. Et c'est là que nous avons besoin d'une montée en compétences. Donc, je vous fais un clin d'œil également, professeur Belaïlia. En plus de justement cette initiative sur la santé globale, je pense que tout ce qui va pouvoir renforcer la formation de cadres dans l'économie de la santé aujourd'hui est un besoin nécessaire. Et ensuite, le sésame, bien sûr, le sésame, une fois qu'on sait collecter des données, une fois qu'on sait les traiter, une fois qu'on en dispose, eh bien sûr, ça devient aussi un levier économique fort, qui est le big data et qui va permettre aussi de positionner le Maroc comme partenaire aussi au niveau international pour le partage des données. Voilà. La magie opère effectivement à ce moment-là. Monsieur Data, Monsieur Heikel, c'est vrai que vous, des revues ou des données scientifiques, vous en avez récolté beaucoup. Je ne vous posais pas la question combien, mais c'est un peu le parcours du combattant. C'est de plus en plus simple et c'est essentiel en même temps. Vous avez parfaitement raison. D'abord, je rejoins totalement ce qu'a dit Dr Tamimi Meriem. Je m'inscris parfaitement dans sa réflexion et dans l'importance donc de la data. Et peut-être deux informations importantes. Vous savez que dans le contexte marocain, notre système d'information sanitaire est amputé au moins de la moitié de l'information sanitaire. Vous savez que plus de la moitié des médecins au Maroc sont dans le secteur privé et une grande partie de la production donc de soins, de la production dans son sens, j'allais dire, de services rendus à la population, existe dans le secteur privé. Et si vous prenez par exemple les personnes qui sont assurées au Maroc, en fonction du type de pathologie, encore une fois, plus de 70% ont recours aux services de santé privés. Et donc, de facto, l'information sanitaire sur le secteur privé, sur la production de soins, sur les prestations dans le secteur privé, n'est pas disponible pour nous, n'est pas disponible pour les décideurs. Et encore une fois, pour en avoir parlé avec Dr Tamimi, avec mon ami Belaïlia, quand il était directeur de l'École nationale de santé publique, c'est même une mauvaise chose pour les décideurs. Pourquoi? Parce que la data ou l'information est un élément extrêmement important dans les prises de décision, dans les politiques publiques. Vous ne pouvez pas planifier un système de santé, un nombre d'hôpitaux, un nombre de lits de cardiologie ou un nombre de lits d'endocrino si vous n'avez pas une idée des pathologies présentes dans votre pays, puisque vous n'avez que la moitié de l'information sanitaire. Donc, extrêmement important sur ce volet que la data du secteur privé puisse être disponible dans le secteur public. Nous l'avons d'ailleurs demandé à plusieurs reprises à la direction de l'épidémiologie et au ministère pour que le secteur privé participe à la production et à la mise à la disposition de l'État d'informations qui va l'aider pour les bonnes prises de décision de planification stratégique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, Dr Tamimi en a parlé, c'est celui de l'information pour le parcours de soins donc, du patient. Vous vous rendez compte que nous avons une partie des patients qui sont obligés de refaire des examens complémentaires d'imagerie médicale ou de biologie ou d'autres choses parce qu'en arrivant, et encore une fois, en utilisant, je m'en excuse, le parcours stochastique
du patient marocain, qui est un parcours entre guillemets erratique, pouvant commencer par la pharmacie, centre santé, clinique, cabinet privé, hôpital, CHU, hôpital régional. Et donc, il se retrouve malheureusement dans certaines situations, et ce n'est pas la faute des professionnels de santé, de refaire des examens et parce que nous n'avons pas l'information, la data patient. Et on pourrait avoir cette data patient qui lui permettrait simplement d'économiser non seulement et de gagner du temps. Parce qu'encore une fois, pour vous donner une autre information, vous avez à peu près presque 32% des patients qui se compliquent parce que malheureusement, nous n'avons pas pu les prendre à temps et dépister à temps les complications, ce qu'on appelle la prévention secondaire et prévention donc tertiaire, parce qu'on n'avait pas l'information, parce que lui-même ne le savait pas et nous-mêmes, nous ne le savions pas. Et enfin, le dernier élément sur la data, qui est aujourd'hui de l'évolution des sciences de la santé. Et quand vous avez aujourd'hui la télémédecine, la téléconsultation, ce qu'on appelle le e-health ou le e-santé, d'ailleurs, ça fait partie du programme qu'a mis en place professeur Belalia pour le Global Health et d'autres masters dans son université, c'est qu'aujourd'hui, la médecine connectée n'est plus un luxe. Aujourd'hui, si nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines dans les zones enclavées, eh bien, le e-health ou le e-santé va permettre de rapprocher le système de santé aux citoyens, ne pas résoudre tous les problèmes de prise en charge, mais en tout cas rapprocher et dépister, diagnostiquer le plus rapidement. Et enfin, je terminerai en termes maintenant d'économie de la santé. En termes d'économie de la santé, lorsque vous avez de la data, vous allez pouvoir la mettre à la disposition de l'industrie pharmaceutique, de la disposition de l'université, de la disposition des parlementaires, de la disposition des hommes et des femmes politiques, du gouvernement, pour que cette donnée puisse leur servir à adapter, si je peux ainsi m'exprimer, dans le beau sens du terme, les politiques publiques. Si je mets à leur disposition cette information, ils vont pouvoir jouer un rôle dans les politiques publiques, mais je vais également pouvoir publier. Et là, je m'adresse à mon ami Belalia et à mon ami Dr Tamimi. Il faut qu'on publie plus. Les Marocains ont de la data, on ne publie pas suffisamment. Quand vous voyez le classement de nos universités, et je remercie beaucoup de nos chercheurs marocains qui, malgré le peu de moyens dans l'investissement, c'est-à-dire les moyens que met l'État dans la recherche scientifique, publient pas mal. Mais nous ne publions pas assez parce que nous n'utilisons pas la donnée. Et je terminerai par un dernier exemple. Combien nous avions de data sur la vaccination contre la Covid au Maroc, sur l'utilisation des médicaments au Maroc, sur les traitements qui ont été mis en place au Maroc et que nous n'avons pas publié, faute de données valides et fiables, mais faute simplement de disponibilité donc de l'information de la part. C'est pas encore une fois, je ne lance la pierre à personne. Ce que je dis, c'est qu'il faut que nous changions de paradigme. Je crois que vous vous rappelez, Landry, quand Sa Majesté avait lancé le nouveau concept d'autorité, ce qui était important pour expliquer à l'autorité publique qu'il faut changer de façon de faire et de se rapprocher du citoyen. Il faut également que les autorités sanitaires, entre autres, et les autorités de l'université comprennent que l'information ne doit pas être un élément de pouvoir, mais que l'information doit être un élément stratégique à mettre à la disposition de tous pour faire mieux pour tous et pour donner aux Marocains un système de santé plus adapté à leurs demandes et à leurs besoins. Et donc, je crois que l'information sanitaire doit devenir un élément de démocratisation d'accès pour tous, que ce soit pour l'industrie, pour les universitaires, que pour les hommes politiques. Merci, professeur Jafar Ikal. Alors, on a beaucoup de questions. Je vais peut-être en prendre 2 ou 3. Il y a une question de Imad sur votre intervention tout à l'heure, Myriam Tamimi. Imad qui nous demande sur le volet logistique, parce que tout à l'heure, vous parliez de volet logistique pour davantage s'implanter sur le continent africain. À quoi ça ressemble le volet logistique de l'industrie pharmaceutique? Alors, parenthèse, je complète. J'imagine qu'il y a notamment une partie du froid, sans doute, dans le volet logistique industriel pharmaceutique, une grosse partie du froid. Pardon, j'ai pas saisi votre question. Une grande partie du froid? Du froid industriel qui est en jeu, j'imagine. Pas nécessairement. C'est beaucoup plus la mise en place de plateformes d'entreposage
en réalité, parce que quand on parle d'exporter en Afrique, on parle de plusieurs pays à la fois qui ont des réseaux de grossisterie qui sont implantés, si on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne ou même de l'Afrique anglophone qui fonctionne également avec ses spécificités. Donc finalement, une fois qu'on a produit le médicament marocain, quelle route il va prendre? Où allons-nous aller collecter justement tous ces médicaments, les entreposer? Donc je parle d'activités de distribution finalement en amont par la création de logistique où l'on va pouvoir peut-être avoir une plateforme, encore une fois, où on va maximiser l'utilisation de cette plateforme à travers tous les acteurs locaux qui sont acteurs pour l'export en Afrique et en faire un hub justement d'entreposage au départ et de distribution directement vers les pays africains plutôt que de les faire transiter par des pays européens puisque ces plateformes-là aujourd'hui existent en France. Merci pour la précision. Alors, il y a une question sur le budget 2023. Je ne vais pas vous demander avec précision peut-être ce que vous attendez, mais peut-être vos attentes à chacun d'entre vous. Abdelmonim Belalia, Myriam Tamimi, Jafar Ikel, c'est vrai qu'on a un gros budget de la santé parce qu'on a une couverture générale de l'amour à grossir, à généraliser, mais s'il y avait peut-être un ou deux leviers essentiels sur lesquels il faudrait être attentif pour 2023, ce seraient lesquels selon vous? Peut-être professeur Abdelmonim Belalia? Très bien. Donc, moi, je dirais il faut sortir de, en quelque sorte, d'une conception qui a prédominé depuis plus de 20 ans et qui est les investissements dans les hôpitaux et dans les CHU. Parce qu'on a tellement, en quelque sorte, négligé les soins de santé primaire en courant donc derrière la construction de CHU qui coûte, je rappelle, un CHU, il coûte au minimum 2 milliards de dirhams, alors que la première ligne, qui est les soins de santé primaire, a souffert pendant des années, à tel point qu'on a aujourd'hui des centres de santé fermés, des centres de santé qui ne fonctionnent pas, des centres de santé qui n'ont pas de médecins. Et de là, moi, je dirais tous les maux du système de santé, en fait, aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle du parcours de soins, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une première ligne qui ne fonctionne pas très bien. Et de ce fait, les patients, ils se ruent vers l'hôpital public, vers le CHP, vers le CHR, et parfois même, pour une pathologie classique normale, le patient, il va vers le CHU qui a une fonction différente. Donc, voilà en quelque sorte ce qui explique ce parcours stochastique, comme disait notre ami Jafar, et à mon sens, qui est la source de ces mots, parce que je pense qu'on n'a pas tiré les enseignements d'une conférence qui a été organisée dans les années 70 par l'OMS, c'est la conférence Mandalma Atta sur les soins de santé primaires et qui mettait l'accent sur le centre de santé comme le premier noyau du système de santé, avec toute la conception du médecin de famille, le dossier de la famille, etc. Des choses qu'on a négligées pendant des années parce qu'on a pensé que c'est l'hôpital qui va résoudre tous les problèmes du système de santé. Attention, je ne dis pas que l'hôpital n'est pas utile, mais l'hôpital, il est là pour contribuer dans le cadre d'un système de santé dans lequel la première ligne, déjà, elle fonctionne très bien. Professeur Farikel, un souhait. Oui. Comme expliqué tout à l'heure, je crois encore une fois que même si nous n'avons pas atteint ce que recommande l'OMS, au moins de 10% du budget de l'État accordé à la santé, les mêmes causes créent les mêmes effets. Cette année, on va avoir à peu près presque 20% d'augmentation de notre budget de la santé. On va passer de 23,3 milliards à peu près 28,5 milliards de dirhams de budget. Mais encore une fois, quand vous voyez le taux d'engagement du budget du ministère de la Santé, il est aux alentours de 70%, c'est-à-dire on n'engage que 70% de ce qui est réservé à la santé. Si nous n'optimisons pas ce budget, qu'au niveau des régions, qu'elles soient plus autonomes, que nous puissions mieux gouverner ce système de santé dans ses dimensions infrastructures, ressources humaines, ressources matérielles, etc., si nous ne mettons pas l'accent sur le préventif, aujourd'hui, plus de 70% du budget de la santé, il va dans les hôpitaux
Et dans ces 70%, 70% va vers les CHU. Vous vous imaginez, c'est-à-dire que quasiment 50% du budget de fonctionnement quasiment va au niveau donc des CHU. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux hôpitaux, au contraire, et donnons les moyens aux hôpitaux, donnons-leur tous les moyens nécessaires, les ressources humaines, matérielles, etc. Mais il faut revoir notre modèle médico-économique de management de notre système de santé et en donnant le maximum aux soins de santé de base, aux centres de santé, aux réseaux de soins de santé de base, pour qu'ils fassent de l'éducation, de la prévention, mais également des soins curatifs de base sur ce que j'appelle le paquet minimum de services essentiels à donner à la population avec un parcours qui soit logique et coordonné entre le public et le privé. Moi, quand je parle d'un centre de santé, Landry, je parle d'un cabinet aussi médical. Quand je parle d'un hôpital public, je parle d'une clinique privée. Il faut qu'on ait un réseau de soins ambulatoires et un réseau d'hospitalisation cohérent, coordonné à l'échelle de chaque région et que l'argent qui puisse être utilisé pour les services de santé soit optimisé. Je ne lance la pierre à personne. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'augmenter un budget, c'est un problème plutôt d'efficience et d'équité également dans la répartition des ressources financières. Myriam Tamimi, un souhait, alors soit par rapport au budget, soit peut-être pour 2023. Vous parlez beaucoup tout à l'heure de l'aspect réglementaire notamment. Dans le même sens, et pour compléter, peut-être pour donner une perspective médicament, parce que on se retrouve souvent face à un paradoxe, c'est celui du temps politique et le temps, on va dire, de récupérer, on va dire, les fruits de ce que l'on va pouvoir investir, dans quoi on va s'investir dans le domaine de la santé. Donc, pour moi, le souhait, il est évident quand on parle du médicament. Et si on arrive à faire ce que dit professeur Heikel et professeur Blalia également, c'est-à-dire maximiser le parcours de soins, investir dans des infrastructures, mais pas que, une fois qu'il y a des économies qui gagneraient à être dégagées et qui doivent être réinjectées dans l'innovation et dans le médicament innovant, qui doit être considéré comme un investissement. Aujourd'hui, le médicament est regardé comme un centre de coût uniquement et on a du mal à envisager l'introduction de plus de médicaments innovants parce que ça devient un coût supplémentaire. Encore une fois, parce qu'on se projette sur la dépense de l'année, mais on n'est pas encore, et on revient aux données, suffisamment équipé en recul, en data locale pour comprendre et modéliser et se projeter dans le fait que ce que l'on va investir en plus aujourd'hui derrière l'innovation, nous allons pouvoir en récolter les économies dans les 5 et 10 années à venir. Donc, ce dilemme temps politique et temps sanitaire est toujours un peu difficile à résoudre comme équation. J'aimerais donc qu'en 2023, la façon de voir les choses, les perspectives changent et qu'on prenne en considération ces temps. Alors moi, je fais un souhait pour 2023. 2023, année de la data pour la santé. Merci beaucoup. Merci à tous. Myriam Tamimi, à très bientôt. Merci à tous. Merci à la Bridge pour cette belle session et merci à nos intervenants. Merci, le plaisir était partagé, directrice générale de GSK Maroc. Professeur Abdelmonim Belalia également, à très bientôt, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Landry. À très bientôt. Directeur général de l'Université Mondiapolis et professeur universitaire, professeur Jafar Heikel, au plaisir également, à très bientôt. Merci infiniment à toi, Landry, et merci à mes collègues présents et à la Chambre britannique. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Professeur de médecine et économiste de la santé à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. On a beaucoup à faire, beaucoup de chantiers. C'est passionnant, palpitant, mais c'est vrai que cette crise Covid, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs malheureusement, mais il y a aussi beaucoup à faire en matière d'innovation et à construire pour un Maroc meilleur et pour un système de la santé et une industrie pharmaceutique qui soit beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est déjà. Merci à vous tous, à très bientôt pour un prochain webinaire de la Chambre britannique. Au revoir à tous. Au revoir.